Bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon de l'Agriculture pour ce nouveau numéro de Cook Midi. Alors Cook Midi, vous le savez, c'est votre rendez-vous avec la cuisine naturelle au quotidien, cuisine aussi simple et savoureuse. Alors aujourd'hui, nous allons parler et cuisiner un produit que nous connaissons tous, puisque selon les statistiques, on en consommerait autour de 2 kilos par an et par habitant, et ce produit, eh bien, c'est le concombre. Et pour parler concombre et pour cuisiner le concombre, j'ai à mes côtés Florence Richomme. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire de bon avec du concombre? Alors, moi, je vais vous faire des bouchées apéritives au concombre, qui seront sous forme de petits rouleaux de concombre, qui seront garnis avec une crème de fromage frais, un petit peu de saumon fumé et surtout des petits dés de concombre poêlés avec des épices. Alors, quels ingrédients pour cette recette? Alors pour cette recette, bien sûr du concombre, qu'on va utiliser des grandes bandes pour faire nos rouleaux, et on va utiliser les extrémités qu'on va poêler. Donc on va les poêler avec une bonne huile d'olive, des épices. Pour moi, j'ai choisi de l'anis étoilé, des 5 baies et du cumin. Et la sauce, la crème qu'on va mettre donc en garniture dans ces rouleaux de concombre va être avec ces concombres, un peu de saumon et un peu d'ail. Mais dites-moi, vous m'avez dit que vous alliez faire cuire du concombre. Et De oui. ma vie, je n'ai jamais fait cuire de concombre. Eh ben, vous allez voir, c'est délicieux. Ça cuit quand même? Ça se poêle, vous pouvez les poêler très brièvement. L'idée n'est pas de les cuire longtemps, mais vous pouvez les snacker. Et le concombre va prendre toutes les saveurs de l'huile et des épices que vous aurez mis. Allez, je vous laisse faire, on se retrouve. Je vous rappelle le défi, hein, vous avez une demi-heure pour nous faire ce plat avec du concombre et du saumon fumé. À tout à l'heure. Parfait, à tout à l'heure. Alors maintenant, je vais vous présenter nos invités. Alors, on parlait de concombre, donc il était tout à fait normal que nous ayons un producteur de concombre. Valérie Goua, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'Aigues-Mortes, dans le Gard, producteur de concombre, mais pas que. C'est ça, donc j'ai une exploitation où on produit du concombre et de la tomate. Et le concombre, c'est une particularité d'Aigues-Mortes ou pas? Non. Il faut du soleil c'est plutôt mieux quand on fait pousser un végétal, ça aide quand même. Après, on adapte les calendriers, les périodes de production en fonction de la météo en fait, qui est dans chaque région. Alors, on reparlera justement de la façon de faire pousser ces concombres et de la période où il est au mieux de sa forme. Mais avant cela, je vais vous présenter Christine Chelon. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, vous, là aussi, franchement, ça tient du hold-up, ce que vous avez fait au concours général agricole. Expliquez-moi. 11 cuves d'huile d'olive présentées, 11 cuves médaillées, 6 or, 5 argent et une bronze. Bon, c'est quoi votre secret? Très, très exigeante. Ouais, Voilà. à ce point-là. Oui, à ce point-là, et depuis 25 ans. Oui, parce que Châteauviran, c'est une des, j'allais dire, des références en matière d'huile d'olive dans le sud, quand on est notamment du côté, comme c'est votre cas, d'Aix-en-Provence. Oui, parce que justement, grâce au concours général agricole de Paris, depuis 25 ans, on est médaillé d'or, et donc ça donne une idée de l'excellence sur la continuité, c'est pas mal. Et alors, comment ça se passe? Parce que on a reçu dans cette émission le commissaire général du concours, Olivier Allemand, qui nous expliquait qu'il y avait des échantillons qui étaient prélevés anonymement, venaient dans les cuves, etc. À chaque fois, vous vous remettez en cause. Il y a des moments où on ne dort pas bien, quand on se dit on a été médaille d'or pendant 5, 6, 7, 8 ans. Est-ce qu'on sera encore médaille d'or? Oui, c'est ça. Je crois que chaque année, je remets ma copie comme une minote, quoi, comme une gamine qui passe son bac, c'est la même chose. Et quel est le résultat final? Quand on a une médaille d'or, par exemple, même pour une appellation prestigieuse comme vous, est-ce que ça change quelque chose? Oui, ben moi, en tout cas, dans mon discours commercial, ça me permet de dire que la continuité est là et qu'on n'a pas failli et on n'a jamais failli. Oui, c'est important et ça réconforte le consommateur. Alors, on reparlera justement des consommateurs, on parlera aussi du goût de l'huile ou des huiles. Mais avant cela, Valérie, je voudrais qu'on parle un peu du concombre. Je disais tout à l'heure au début de cette émission qu'il est au mieux, enfin la saison, elle démarre là maintenant, mois de mars à peu près. C'est ça, on a commencé nous les premières récoltes il y a 15 jours, 3 semaines en fait. Et ça se termine? Alors on fait plusieurs cultures d'affilée. En fait, le concombre c'est une plante qui a un cycle assez court et on fait en gros sur une même surface, on fait 2 à 3 cultures, 3 rotations en fait sur une culture. Donc et la fin de la saison pour la production française est fin octobre à peu près. Alors, vous me dites qu'on produit de mars à octobre à peu près. Moi, quand je vais faire mes courses, j'ai l'impression de voir du concombre toute l'année. C'est quoi le secret? Alors, en dehors de ces périodes où on produit du concombre français, il y a de l'importation. On a quelques exploitations, quelques producteurs en France qui réussissent aussi à produire toute l'année avec des techniques adaptées.
Par exemple on joue sur les densités, en fait, le nombre de plantes qu'on va mettre sur une certaine surface pour que chaque plante puisse optimiser au mieux la lumière. Et pour que nos amis téléspectateurs comprennent bien, le concombre, c'est produit en plein champ, c'est produit sous serre, c'est produit comment? Alors c'est produit sous serre essentiellement parce que c'est une plante qui est très fragile, qui est très sensible aux aléas météo, notamment les excès d'humidité, le vent. Il ne faut absolument pas que la plante bouge parce que ça va marquer les fruits, ça va entraîner des problèmes sur la qualité du produit. Alors j'imagine ceux qui nous regardent doivent se dire, ouais, mais alors si c'est fragile, les producteurs ils doivent y aller en permanence avec la trousse à pharmacie. Justement, l'objectif, c'est ça. Hein, c'est tout notre travail depuis 20-25 ans, c'est de faire évoluer nos techniques agricoles. On est sur des démarches de progrès. Aujourd'hui, on est en mesure de garantir l'absence de résidus de pesticides sur les produits qu'on commercialise. Tout ça, ça passe par une évolution de nos métiers. Moi, je considère aujourd'hui que je fais plus du tout le même métier qu'il y a 25 ans. C'est-à-dire, expliquez-moi ça. Aujourd'hui, on travaille en harmonie avec les plantes et avec les insectes. On va lâcher des insectes auxiliaires qui vont aller manger ou dévorer les insectes nuisibles. Ça nous permet d'éviter d'avoir à utiliser des traitements. Sur la protection contre les champignons ou les maladies, on va utiliser des champignons antagonistes, des stimulateurs de défense des plantes qui vont nous permettre d'éviter à avoir utilisé des produits chimiques. C'est-à-dire que votre métier a considérablement changé, du coup des formations aussi différentes, non? C'est ça, c'est des adaptations. On est toujours en train de rechercher des nouvelles techniques, des nouvelles technologies. On cherche nous-mêmes, on est très à l'écoute de ce qui se fait, on va dire, tout autour de la planète. Hein. On n'a pas la science infuse, donc quand il y a quelque chose qui est fait de bien dans une région, on essaye de s'en inspirer et de voir comment on peut l'adapter. Sur les insectes, quand on trouve, quand il y a un nouvel insecte bénéfique qui peut nous apporter des garanties sur nos cultures et qu'on peut l'utiliser en France, parce qu'après on respecte aussi la législation française, on ne peut pas faire rentrer n'importe quel insecte sur le territoire français, on commence par mettre en place des essais. Et petit à petit, si c'est concluant, on va adapter, on va le rentrer dans nos techniques de protection des plantes pour améliorer encore l'efficacité de nos cultures. Et par exemple, on parle de la concurrence. Est-ce qu'en pleine saison du concombre en France, on trouve aussi des concombres qui viennent d'ailleurs? Oui, ça arrive, oui. Sur on va dire la période hivernale, la majorité de la production de concombres, enfin de la commercialisation de concombres que vous allez trouver, ça vient des pays du Sud, notamment Espagne et Maroc. Sur la période estivale, on est plus sur des importations pays du Nord, Belgique, Hollande. Voilà. Et dans l'autre sens, est-ce que vous, ou en tout cas les producteurs de concombres français au sens large, exportent aussi un petit peu? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on ne produit pas suffisamment pour approvisionner tout le marché français. Alors, commercialement, on a quelques lignes, on vend sporadiquement sur des marchés à l'export, mais c'est vraiment ponctuel quand on veut arriver à valoriser un produit mieux que sur le marché français. Alors, ce que je vous propose, c'est de retourner en cuisine pour voir Florence. Voilà, vous avez commencé à faire cuire vos petits dés de concombre. Alors, donc j'avais commencé à faire chauffer l'huile d'olive avec des épices. Donc, j'ai choisi un peu d'anis étoilé, du cumin. Ça sent déjà très bon. Hein. Ça sent bon. En fait, l'idée, c'est de parfumer l'huile. Et cette huile parfumée dans laquelle on cuit les concombres qui va donner toute la saveur aux concombres. Donc, ils vont garder un côté croquant, mais ils vont prendre un peu de... Mais ils ne vont pas fondre? Parce qu'avec le concombre à la chaleur, ça peut fondre un peu, non? Ils ne vont pas fondre si on les poêle assez chaud, mais pas trop quand même. Faut respecter le point de fusion de l'huile, mais brièvement. Donc quelques minutes suffisent, maximum 5 minutes, et ils vont rester assez croquants. Et alors vous avez aussi découpé des lanières de concombre. Voilà. Vous allez nous faire quoi, comme des sushis ou des maquis avec du concombre? Voilà, un peu comme des maquis. On va les enrouler comme ça, et au milieu vous aurez votre garniture au fromage frais et au concombre. Allez, je vous laisse faire. On se retrouve dans un instant. Continue. Christine, moi je voudrais qu'on parle du goût de l'olive, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas... il y a des goûts d'olive et pratiquement des goûts différents chez chaque producteur, dans chaque moulin. Oui, est-ce vrai ou pas? Oui, on a chacun notre pâte. Notre savoir-faire fait la différence quand on a de la matière première égale, donc des variétés d'olives identiques. Vous les portez à 2 ou 3 moulins différents, vous avez 2 ou 3 produits complètement différents.
Après, aujourd'hui, enfin, moi quand j'ai commencé, on disait l'huile d'olive a le goût de l'huile d'olive. Et maintenant, on sait qu'il y a 250 molécules aromatiques dans l'huile d'olive. Donc il peut y avoir 250 goûts différents, voire plus? Non, on va dire, on fait des complexes de goûts. Mais globalement, on reconnaît 3 types de fruités. Le fruité vert, le fruité mûr et le fruité noir. Alors expliquez-nous les uns et les autres, les particularités des uns et des autres. Alors là, en l'occurrence, le concombre de Valérie est élaboré avec du fruité vert. Le fruité vert parce que c'est beaucoup de fraîcheur, c'est végétal aussi, donc il va y avoir un matching, une concordance au niveau aromatique. Fruité vert, les olives sont cueillies tôt en saison, transformées tout de suite. On récupère tous les antioxydants naturels que contient le fruit sous la forme du piquant et de la mer. Fruité mûr, ces mêmes fruits, au lieu d'être récoltés tôt en saison, seront récoltés beaucoup plus tard, 1 mois ou 1 mois et demi plus tard. Et le fruit se sera naturellement un peu dégradé sur l'arbre à cause du froid, à cause du mistral, à cause voilà. Et donc on a un goût beaucoup plus doux, moins d'antioxydants. Et au milieu de tout ça, on peut faire ce qu'on appelle le fruité noir, c'est-à-dire on va stocker les olives avant de les transformer pour donner un goût d'olive noire à l'huile d'olive. Là, c'est pratiquement la meilleure, non? Ah non. Non? Non, elles sont toutes les 3 très bonnes. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le fruité vert parce qu'on récupère toutes les qualités du fruit, les antioxydants. Et c'est très important pour nos petites cellules. Et alors, la récolte des olives, c'est à quel moment? La transformation en huile, c'est à quel moment? Globalement, en Provence, c'est du mois d'octobre à décembre. Et en Corse, un peu plus tard, on va jusqu'au mois de mai parfois en Corse. Et alors vous, il y a des différences, parce que vous dites 11 médailles, ça veut dire qu'il y a quand même 11 typicités différentes. Oui, c'est ça. Il y avait les cuves de fruités verts, légers, médium, intenses, parce qu'on catégorise aussi les intensités. Les cuves de fruités mûrs, les cuves de fruités noirs. Oui, il y a une jolie panoplie. Et ça veut dire vous commercialisez ces 11 types d'huile d'olive ou pas? J'en commercialise 4 goûts, alors 3, 4, 5, 6 goûts. Vous ne savez plus finalement. Non, c'est ça. 6 huiles différentes. À partir d'un certain niveau, on ne compte plus. Oui, c'est ça. Et vous la préférez comment? Dans quel type d'utilisation? Parce que là, on est en train de la torturer, votre huile, elle est à la poêle. Non, ce qu'il faut savoir et ce qui a été un peu décrié, c'est la température de cuisson de l'huile d'olive. L'huile d'olive est parmi les corps gras celui qui a le point de fumée le plus élevé, 210 degrés. Donc oui, on peut cuire avec l'huile d'olive. Et ça donne un goût tellement extraordinaire au produit. Donc aussi bien cru que cru, pour moi. Cuite que cru. Valérie, on va reparler de concombre. On parlait de la concurrence tout à l'heure, on parlait de la production. On en consomme beaucoup en France, je disais autour de 2 kilos par an et par habitant. Ça a toujours été de ce niveau de consommation ou ça a évolué plus ou moins à la hausse ou à la baisse? C'est des produits qui sont en train d'évoluer plutôt à la hausse. C'est on va dire un fruit. Il est considéré comme un légume, mais c'est un produit qui est moderne, qui correspond aussi bien aux nouvelles habitudes de consommation. Aujourd'hui, on est en train de développer des gammes de produits snacking avec des calibres plus petits, des concombres plus digestes, qui correspondent vraiment à ce marché aussi, on va dire, de snacking. Ah tiens, puisqu'on parle de concombres digestes, moi je me souviens à une certaine époque, on faisait sa petite salade, ses concombres à la crème, mais avant de mettre la crème, si possible une crème crue médaillée au concours général agricole, eh bien, on mettait une poignée de gros sel. Est-ce qu'il faut toujours, d'abord pourquoi on le faisait et est-ce qu'il faut toujours le faire? Ouais, pour le dégorger, c'était surtout pour enlever l'excès d'eau. Après, je pense qu'aujourd'hui, si on achète un concombre du bon calibre et qui correspond à l'utilisation qu'on veut en faire, il n'y a pas forcément besoin. Moi, je ne le fais pas personnellement. Il n'y avait pas une question d'amertume aussi? Si, après, aujourd'hui, on est sur des variétés, je vous dis, les nouveaux produits qu'on utilise. J'ai un concombre aujourd'hui que je considère portion, qui fait 100 grammes, qui est beaucoup plus digeste naturellement par rapport aux habitudes de consommation. Et c'est quelque chose qui est vraiment sympa à manger. Et en plus, on n'en laisse pas. C'est un peu le problème des fois du concombre, c'est quand on va... Un concombre, c'est un peu trop gros pour faire un repas pour une personne. On en laisse souvent une partie dans le frigo qu'on ne réutilise pas après. Aujourd'hui, on a des concombres portions qui font 100 grammes, 110 grammes, avec de nouvelles variétés plus digestes et qui correspondent à ces habitudes de consommation. Et ces nouvelles variétés sont arrivées comment dans les exploitations? Je vous dis, c'est toute la veille qu'on fait un peu partout. C'est des choses qui sont développées un peu sur les marchés anglo-saxons depuis 5-6 ans. Et nous, on a été... c'est les mêmes semenciers, les mêmes obtenteurs avec qui on travaille. Et on a été voir ce qui se faisait, si ça pouvait correspondre aux attentes des consommateurs français. Et on est petit à petit en train de l'introduire. Et alors les consommateurs, tiens, on va parler de l'actualité. Pendant un peu plus d'1 an et demi, il y a eu
différents confinements, différentes restrictions, on a vu que les consommateurs se rapprochaient des agriculteurs. Est-ce que vous avez vu débarquer chez vous, du côté d'Aigues-Mortes, des gens qui venaient acheter vos légumes ? Alors ils sont intéressés, mais c'est pas vraiment. Nous, on n'est pas structuré pour faire de la vente directe. On est une exploitation de production. Et vous êtes associé à la coopérative Rougeline, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc nous, nos marchés, c'est plus la grande distribution, mais suivant les exploitations et leur emplacement géographique, il y a eu un regain d'intérêt, en tout cas. Et même sur nos circuits de grande distribution, on a senti fortement qu'il y avait une attirance pour l'origine des produits, le local, le français d'abord, et le local encore plus. Christine, même question. Pendant ces périodes un petit peu compliquées de confinement, est-ce que vous avez vu débarquer de par chez vous des clients qui habituellement achetaient vos produits dans des épiceries spécialisées et qui venaient directement à l'exploitation les acheter ? Alors quand ils le pouvaient, oui. En tout cas, le premier été après le premier confinement, ça a été extraordinaire. Le confinement donc, a permis, comme vous l'avez dit, aux consommateurs de retrouver leur cuisine et leur casserole. Et l'huile d'olive a fait un bond aussi. Hein. Et donc, oui, nous, on fait 35% de notre chiffre directement à la propriété, à Châteauviran. Donc, effectivement, on accueille 100 000 personnes par an à peu près. Alors, je vais retourner en cuisine. Oui. On continuera à parler de l'huile d'olive. Florence, ça y est, vous avez déjà sorti le concombre de la poêle, si je puis dire. De la poêle, il n'a pas bougé, il n'a pratiquement pas bougé. Vous voyez, regardez, la texture, elle se tient bien. Hein. Regardez, venez voir. Regardez, il n'a pas bougé ce concombre. Il est resté à la même taille qu'au début de la cuisson. Voilà. Et alors maintenant, vous faites quoi ? Alors, vous arrivez pile au moment où j'allais le mettre dans la crème que j'ai préparée, où là, on a du fromage frais, des zestes et un peu de jus de citron, et le saumon fumé que j'ai coupé en petits morceaux. Vous pouvez très bien faire cette recette sans saumon, hein, ça peut rester une recette tout à fait végétarienne. Ou rajouter aussi d'autres poissons, type de la truite fumée. Oui, ou même du haddock fumé, pour un côté un peu plus c'est pour ceux qui aiment vraiment les poissons fumés, le haddock. Voilà, c'est clairement. Ça. Mais ça peut. En revanche, il ne faut pas en mettre trop. Oui. Voilà. Et donc là, maintenant, que j'ai fait aussi. J'ai laissé quelques minutes le concombre sur un papier absorbant pour qu'il n'y ait pas trop d'huile non plus dans ma préparation et aussi pour que ça ne soit pas trop humide parce qu'on veut quand même que nos petits rouleaux se tiennent. Et il y a un petit peu de cumin dedans ? Alors, vous avez laissé les graines de cumin ? J'ai laissé les graines de cumin, j'ai laissé les quelques grains de poivre, donc j'en ai retiré quelques-uns, mais bon voilà. Et maintenant on a notre petite préparation qui est prête et on n'a plus qu'à tartiner nos bandes de concombre, les enrouler et c'est prêt. Là je vous fais totalement confiance, je serais totalement incapable de le faire. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Christine, on va parler pédagogie. Ah oui. Parce que vous m'aviez expliqué fruités mûrs, fruités verts, etc. Vous faites comment pour expliquer ça aux consommateurs ? Alors d'abord, je leur parle de notre quotidien et de comment on élabore ces produits, ce que je vous ai transmis tout à l'heure comme information. Et puis j'ai fait aussi une petite bande dessinée. Voilà, oh là là, ça tombe bien. On a l'impression que tout ça a été préparé, c'est formidable. Et alors cette bande dessinée, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Moi je la trouve super pédagogique, c'est l'histoire d'une vraie rencontre avec une amie américaine qui n'était pas mon amie à l'époque et elle a voulu apprendre l'huile d'olive, elle est venue chez nous à Châteauviran et voilà. Et ce que je lui ai transmis, j'ai essayé de le retranscrire dans cette bande dessinée. Donc comment on élabore l'huile d'olive, des accords mets et huile d'olive, il y a 2 recettes de cuisine et un peu d'histoire sur l'huile d'olive, sur ce beau produit. Alors il y a une chose qui est étonnante aussi, on le voit depuis quelques années dans votre région, à la fois pour le vin, parce que vous êtes aussi dans le secteur du vin, oui. Dans le vin et dans l'huile d'olive, ça attire non pas les investisseurs, mais les stars. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous ? Est-ce que vous donnez envie aux stars de s'intéresser à ces produits ? Alors vous êtes bien renseigné, je fais l'huile d'olive de personnes, en tout cas surtout une, c'est Patrick Bruel. Donc, qui est venu chez nous à Châteauviran pour que je lui fasse son huile d'olive et et essayer d'avoir des médailles et c'est ce qu'il a depuis qu'il vient chez nous. Ah, parce que non seulement il vient, vous lui faites l'huile d'olive, mais en plus vous lui faites gagner des médailles. C'était un peu le challenge, hein. Il m'a challengé fort sur le sujet. Et comment ça marche ? Comment on travaille avec, alors pas spécifiquement avec Bruel, mais avec des people ou avec des investisseurs pour leur dire vous allez venir, vous nous faites confiance, on va vous faire votre huile d'olive. Alors c'est tout simplement, et c'est très humain, c'est la relation humaine qui fait aussi la différence. Donc il avait entendu parler de notre renommée et voilà, donc il voulait faire la meilleure huile, enfin en tout cas être fier de son produit, c'était très très important pour lui et je crois qu'aujourd'hui il est très fier de son produit. Et est-ce que c'est pour l'huile d'olive de Patrick Bruel
comme pour le vin de Gérard Depardieu, c'est des produits qu'on peut aussi trouver dans le commerce ou pas? Oui, Où il absolument. garde son huile d'olive précieusement pour ses amis. Non, il est dans les belles enseignes, à côté de la nôtre aussi, donc la grande épicerie de Paris, enfin s'il faut citer, je cite, mais non, le site internet bien sûr, mais non, il diffuse son produit, il aime son produit et il est très content quand il y a beaucoup de consommateurs qui utilisent son produit. Et il y a des bons prescripteurs pour l'huile d'olive, ce sont les chefs. Alors là aussi, est-ce que côté chef étoilé, vous êtes bien placé et Oui. est-ce que vous allez les voir par exemple, qui avez-vous séduit? Oh, il y en a beaucoup qui ont été séduits, mais j'aime parler de deux qui sont dans ma région, forcément. Le chef étoilé Pierre Reboul, à Aix-en-Provence, et le chef Denis Fétisson, la place de Mougins, à Mougins. C'est des grands amoureux de mon huile d'olive et c'est une belle histoire humaine entre eux et moi aussi. Comment ça se passe d'ailleurs? Vous allez frapper à leur porte avec vos bouteilles et puis dire, mais goûtez? Ou c'est différent? Pour le chef Fétisson, il a rencontré mon huile en Norvège et il est tombé en amour. En Norvège? Oui, il était chef en Norvège. Et Pierre Reboul, on est voisins. Et donc c'était absolument naturel que de travailler des produits locaux. Alors Valérie, ça se passe comment vous pour le concombre? Alors vous me disiez que vous travaillez donc en association avec la coopérative Rougeline pour remettre le concombre à la mode chez les jeunes, pour les faire consommer par les plus jeunes. Vous vous y prenez comment? Alors à travers l'AOP, l'Association des producteurs français de tomates et de concombres, on a des opérations de mise en avant, de communication sur le produit, avec des animations en rayon, des présentations de produits. Le salon de l'agriculture en est un exemple. On est sur le stand d'Interfell et aujourd'hui c'est la journée tomates et concombres où on a des chefs qui vont faire cuisiner des enfants aussi des produits à base, des plats à base de nos produits. Et vous, il vous arrive d'être surpris encore quand vous voyez les recettes qui sont faites par exemple sur le stand voisin? Ouais, toujours, je pense qu'aujourd'hui la cuisine française, c'est pas pour rien qu'elle est renommée. Il y a une créativité, une inventivité énorme même avec des produits on va dire de base comme le concombre. Et vous n'avez pas l'impression que si c'est une clientèle jeune maintenant qui s'intéresse au concombre? Oui, je pense. C'est l'avantage de ce produit, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps par rapport à ses caractéristiques gustatives, le croquant, la fraîcheur. L'été, c'est super agréable de manger quelque chose ou de boire quelque chose à base de concombre. C'est très rafraîchissant et c'est bon pour la santé, on va dire. Oui, parce qu'on a oublié, on peut faire des smoothies, on peut faire plein de choses. C'est ça, moi le concombre, j'adore en gazpacho. Vous le mixez avec du fromage frais, un peu de menthe, c'est terrible quoi. L'été, c'est super agréable. Un gazpacho vert, alors du coup, pas de tomates dedans? C'est ça, un gazpacho vert. Et même le gazpacho normal, d'ailleurs, il y a du concombre dedans en théorie, si on prend la recette andalouse. Normalement, il y a des dés dedans. Voilà. Et aujourd'hui, vous dites, par exemple, on consomme 2 kilos de concombre, on pourrait aller au-delà de ça? Oui, je pense. Aujourd'hui, avec cette tendance de nature, de retour à la nature, d'équilibre, l'alimentation santé. Ouais, 2 kilos, en fait, ça fait que 4 ou 5 concombres par personne et par an, c'est pas énorme. Je pense qu'on peut bien évoluer. On est dans des démarches qui nous permettent aussi de rassurer le consommateur. On garantit l'absence de résidus de pesticides ou l'absence d'utilisation de pesticides. Ça dépend des démarches des producteurs, mais voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant pour rassurer le consommateur. Et voilà, c'est l'objectif, c'est de faire évoluer la consommation. Et surtout la consommation de produits français. Alors, il y a aussi un débat d'actualité en ce moment qui concerne les fruits et légumes, c'est l'emballage. On est pris d'une folie subite en ce moment, on ne veut plus d'emballage, plus de packaging, plus de choses comme ça. On voit beaucoup de concombres qui sont filmés. Est-ce que ça veut dire que demain, il n'y aura plus de concombres filmés et est-ce que ça posera un problème? En tout cas, en France, ils seront plus filmés avec du plastique, ça c'est sûr. Et on les filmera avec quoi alors? Je sais pas, on cherche. Aujourd'hui, on n'a pas les techniques ni les technologies valables pour le faire. Ça avait quand même un intérêt, c'est qu'on améliorait la conservation du produit. Ça permettait d'éviter ce qu'on appelle les contaminations croisées. Si votre produit va toucher un produit qui a pu être traité ou qui est porteur de germes à côté, ça l'isolait. Aujourd'hui, de toute façon, le plastique, je pense que c'est révolu. On est en train de chercher des solutions pour s'adapter et proposer quelque chose d'autre. Et donc, ça peut être aussi des produits, des dérivés de l'agriculture, parce qu'on peut être avec du Materbi, par exemple, les dérivés du maïs. En tout cas, sur la partie tomate, on est en train de passer sur des barquettes en carton avec des films operculables d'origine végétale. D'ailleurs, on peut en voir sur certains stands de ce salon de l'agriculture. Je retourne en cuisine pour l'avant-dernière fois.
Alors Florence, vous êtes en train de faire vos voilà, petits maquis. Voilà, je suis en train de faire mes petits rouleaux. Il fait un peu chaud quand même sur le salon, hein, là. Oui, le défi était de le faire en quelques minutes, en 30 minutes, le défi et sans réfrigérateur. Voilà. Je pense que ça doit tenir un peu plus si vous le passez un petit peu au réfrigérateur avant, non? Exactement. Normalement, le fromage frais est un peu plus froid et ça se tient très bien. Mais si vous pouvez tout à fait les préparer à l'avance, effectivement, et les garder au réfrigérateur jusqu'au moment où vous allez le servir. Ou alors, vous pouvez tout à fait les faire des petites l'autre version, l'autre version beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Là, si on veut être encore on n'utilise plus de blinis, on utilise du concombre. Le concombre, et comme ça, on en a sur le toast, le concombre qui sert de toast, et dans la crème. Et il y a une question absolument indispensable que j'ai oublié de vous poser au début. Avec ou sans la peau? Alors, pour moi, avec ou sans le verre? Avec la peau quand c'est bio, ou sans résidus de pesticides, ou en agriculture raisonnée avec des producteurs que je connais. En revanche, quand c'est supermarché dont je ne connais pas la provenance, je retire la peau. Et alors, on disait tout à l'heure, du mois de mars au mois d'octobre, pour la saison des concombres français, est-ce que vous faites partie de ces consommatrices cuisinières responsables, comme on dit, qui se disent bah non, c'est le mois de novembre, bah j'achète plus de concombres? Alors moi oui, absolument. J'ai une pression de mes filles qui adorent le concombre et qui en mangeraient toute l'année, à qui j'essaye de faire comprendre qu'il y a des périodes où on en trouve moins. D'accord. Voilà. Allez, je vous laisse terminer, on se retrouve pour la fin de l'émission. Christine, en matière de... On parlait des jeunes consommateurs. Alors certains malheureusement n'ont de contact avec l'huile d'olive qu'à travers des produits industriels vendus en supermarché. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ces jeunes consommateurs pour que ils découvrent fruités mûrs, fruités verts, qui découvrent vos huiles, celles médaillées au concours général agricole ou pas d'ailleurs? Alors les huiles d'olive françaises sont relativement chères par rapport à une huile de supermarché de consommation de masse. C'est de l'ordre de combien? Ça peut être 3 fois le prix. Voilà, entre 2 et 3 fois le prix. Donc, achetez une huile française de producteur et si vous en consommez moins, mais avec une utilisation différente, c'est-à-dire le filet final sur un poisson pour exhaler davantage d'arômes. Voilà, d'avoir une conscience gustative que l'huile d'olive française va satisfaire complètement. Je crois que c'est ça l'idée. Et alors, est-ce qu'on peut aussi, et je me pose la question de faire infuser d'autres choses dans de l'huile d'olive? Est-ce que par exemple, alors on le voit en Italie où on met du piment, on met des choses. Est-ce qu'en France il y a aussi des expériences autour de l'infusion? Oui, beaucoup le font. Je suis moins fan parce que je trouve que c'est commercial, mais c'est mon opinion. En revanche, si les personnes, une fois l'huile d'olive achetée, veulent faire leur propre infusion, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et alors, aujourd'hui, vous le disiez, c'est effectivement beaucoup plus cher. Quelle est votre cible, votre clientèle? Alors écoutez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, en fonction de l'utilisation, je peux cibler toutes les clientèles. C'est juste la bonne dose, le filet, comme je vous disais. Je crois que, mais sinon, globalement, c'est les CSP+, qu'on appelle. Et il y a une chose en ce moment, on en parle beaucoup, y compris sur le plateau de Village Semences au Salon de l'Agriculture, c'est de ce concept, vous savez, de la fourche à la fourchette et de santé unique, en disant on va plus trop chez le pharmacien, mais on investit, d'ailleurs ça fait plaisir aux agriculteurs, on investit plus sur les cultures, des cultures durables, des cultures avec moins de pesticides ou sans pesticides d'ailleurs. L'huile d'olive, c'est un produit santé parfait. L'huile d'olive en dehors de la cuisine. Absolument, pour ses vertus propres à l'huile d'olive, donc les antioxydants, la vitamine E, tous les tocophérols qu'elle contient, la provitamine A, donc, et sa composition en acide gras, qui la rend un gras identique au corps humain, donc très facilement digeste aussi. Donc oui, c'est un vrai atout santé, l'huile d'olive. Et quand on a, par exemple, quelques petits problèmes de santé, une petite cuillère d'huile d'olive, ça peut arranger les choses? Oui, et puis aussi, comme vous le disiez, extérieur, la peau, les cheveux, c'est... ne dites pas qu'on fait des shampoings à l'huile d'olive quand même. Avec des petites gouttes. D'accord. Pour la brillance. Ah, je vois ça. et au final, quand on a atteint le sommet du sommet en matière de médailles au concours général agricole, est-ce que malgré tout on remet son titre en jeu ou sa réputation en jeu chaque année? Oui, ça c'est indéniable. Et puis la concurrence est devenue énorme aussi dans notre secteur. En France, de plus en plus de producteurs ont planté des oliviers et ont remis la culture de l'olivier au goût du jour. Donc oui, la concurrence est belle et elle est très profitable parce qu'elle nous oblige à faire toujours mieux. Alors c'est pratiquement la fin de l'émission, donc je vais retourner
voir Florence. Florence, Voilà. vous avez pratiquement terminé. Ah bah oui, moi j'ai terminé. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va demander à nos invités de venir nous rejoindre. Venez nous D'accord. rejoindre autour de ce petit coin cuisine mobile et itinérant. Parce que maintenant, vous allez quand même goûter ce que vous avez fait. Goûter l'utilisation de l'huile d'olive, goûter les petits maquis ou les petits toasts que nous a préparé Florence. Quant à moi, eh bien, je vous redonne rendez-vous demain à la même heure, à cette même adresse, sur le plateau de Village Semences pour un nouveau numéro de Cook Midi. Et puis tiens, Christine, demain on restera un peu dans le sud, on va cuisiner du fenouil. Ah, bonne idée, Voilà. avec de la bonne huile d'olive. Probablement la vôtre. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.